Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Soudain, le chant d'un oiseau, le soleil sur le feuillage, ou les bourgeons d'un taillis me rappellent que la vie, depuis qu'elle parut sur la terre, livre un combat qu'elle n'a jamais perdu. Alors, je me sens traversé par un réconfort secret. Puisque tout recommence toujours, ce que j'ai fait sera, tôt ou tard, une source d'ardeur nouvelle après que j'aurai disparu. Cet extrait des mémoires de guerre du général de Gaulle lors de la cérémonie du 25e anniversaire de sa mort aux Invalides, André Berkoff. Le 9 novembre, ça fera 54 ans qu'il nous a quittés. Et aujourd'hui, le général fascine toujours autant, André. Une biographie passionnante vient de sortir. Tout à fait, L'angoisse et la grandeur d'Arnaud Tessier, qui est avec nous, qui est paru chez Perrin. Ce livre remarquable, mais beaucoup d'informations, beaucoup d'éclairage sur cette personnalité, et qu'est-ce qu'on peut dire, et vous le savez déjà, qui fascine encore, qui fascine plus que toujours. Pourquoi ? Arnaud Tessier en parle longuement, mais je voudrais dire que ce qui est très frappant aujourd'hui, c'est que cet homme qui a refusé sa zone de confort, cet homme qui a dit non au moment où les 90% des gens disaient oui, cet homme qui a décidé de partir pour l'ombre un certain jour de 1940, avec 3 pelés et 10 tondus, et qui a dit « la France c'est moi ». La France c'est moi. On dit « mais qui vous êtes, qui êtes-vous, colonel, parlez de la France, c'est vous ». Cet homme qui a toujours... Qui a connu la traversée du désert, qui est revenu au pouvoir, qui a fondé cette 5e République, qui aujourd'hui fonctionne toujours, plus ou moins bien, mais ça dépend des hommes. Et justement, ce qui est fascinant, et pourquoi tout le monde se réfère à De Gaulle, parce que De Gaulle reste comme une espèce de statue du commandeur face, allez, je vais être à la veulerie des uns, à la démission des autres, à la faiblesse de quelques-uns, à la soumission d'autres. Et je crois que De Gaulle reste effectivement, avec ses qualités et ses défauts, comme un modèle où on se dit « Ah, s'il était là, qu'est-ce qu'il dirait ?» Et oui, et ce qu'il a dit, André Berkoff, dans ses mémoires de guerre, c'est notamment « Face au grand péril, le salut n'est que grandeur ». Alors ses angoisses devant la guerre, devant les divisions, devant l'avenir, il a voulu y répondre par la grandeur. On va en parler dans un instant sur Sud Radio avec Arnaud Tessier, spécialiste de la 5e République, dont il est l'un des meilleurs connaisseurs. Alors à tout de suite, dans quelques instants. De l'île, le siècle va mourir tranquille. De Gaulle disant, la France est douce en 1900, pendant que les autres garçons vont jouer au billes ou au ballon. Eh oui, c'est en 1989, André Berkoff, que Mireille Mathieu a enregistré cette chanson à la demande de François Mitterrand. Alors on va parler du grand Charles aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Arnaud Tessier. Bonjour à vous. Bonjour. Alors vous publiez chez Perrin Charles de Gaulle, l'angoisse et la grandeur. L'angoisse, ce sentiment semble avoir vraiment dominé donc sa vie, et ce dès son enfance. Racontez-nous. Oui, parce que il faut que quelque chose l'ait porté pour qu'il ait tenu cette ligne de force qu'est toute sa vie, qui est incroyable. Toute une vie sous tension. Et au début des mémoires de guerre, où il parle très peu de lui et très peu de sa famille, il dit que quand il était enfant avec sa sœur et ses frères, ils éprouvaient vis-à-vis de la France une fierté anxieuse. Et chez lui, le mot d'anxiété, c'est l'angoisse aussi. C'est joli, fierté anxieuse. Oui, une fierté anxieuse. C'est-à-dire, une fois une grande fierté d'être français, une conscience d'appartenir à un destin collectif prodigieux, et en même temps l'angoisse que cette grandeur, que ce destin soit compromis par la médiocrité ou par la défaite ou par la guerre. Et oui, et cette formule, on peut dire qu'elle définit toute son existence en quelque sorte. Oui, parce qu'il sera angoissé, il aura des retours d'angoisse toute sa vie. C'est comme une angoisse personnelle intérieure qu'il a transcendée avec une angoisse collective. Il a pris en charge l'angoisse collective des Français. Il y a un très joli discours d'ailleurs au milieu des années 60 dans le nord de la France où il dit si j'ai réussi à rendre le pays un peu heureux, il le dit quand même, j'aurais gagné ma vie.
Il a une très jolie formule. Donc il ne pensait pas seulement qu'à la gloire et à la grandeur, au sens rhétorique du terme, il pensait aussi quand même au bien-être des Français. Et oui, puis il faut surtout rappeler qu'il est né donc en 1890. Il fait donc partie, on peut le dire, de cette génération qui a vécu donc dans la souffrance de cette terrible défaite de 1870. Oui, c'est l'idée que la France est un pays diminué, d'abord territorialement par la perte de l'Alsace-Moselle, et puis moralement. C'est la génération d'Agathon, comme on l'appelle à l'époque, et c'est un homme qui, comme les gens de sa génération, est dominé par l'idée que la France a été vaincue et qu'il faut surmonter cette défaite par la revanche sur l'Allemagne. Mais pour lui, la revanche sur l'Allemagne, c'est pas seulement une revanche nationale patriotique, c'est aussi une forme de combat de civilisation. Là, il pense qu'il faut porter la civilisation française. C'est un lecteur de Péguy. Il pense que l'impérialisme allemand est l'ennemi de la civilisation à la française. Et la fierté d'être français était chevillée au corps de ces générations. Hein. Oui, tout à fait. Au cœur, enfin. Sinon, on n'expliquerait pas la force avec laquelle cette société a supporté le sacrifice de la Grande Guerre, qui est quand même un sacrifice énorme. Certes, il y a eu des mutineries, certes, il y a eu des crises morales, mais le peuple français, porté par le patriotisme, a quand même supporté quelque chose, une souffrance collective incroyable. Mais après, il en a été comme épuisé, et c'est ce qui inquiétera De Gaulle. Et oui, alors il a 23 ans au moment de la guerre de 14. La guerre va vraiment être pour lui une source de frustration et sa première source d'angoisse. Oui. Pourquoi? Expliquez-nous. D'abord parce que il se bat, il est blessé à plusieurs reprises, puis il va être fait prisonnier, et donc il va être prisonnier pendant de très très longs mois. 1000 jours. Oui, il cherchera à s'évader 5 fois. Sa période de captivité, d'ailleurs, il sera conseiller historique sur le tournage de La Grande Illusion, 20 ans plus tard, c'est intéressant de le noter. Donc il a été marqué par cette période. Pour 2 raisons. D'abord parce qu'il ne supporte pas la captivité et cette sorte d'inaction forcée. Mais qu'il va remplir en lisant, en réfléchissant, de manière intense. Donc une partie de son tempérament politique va se forger à ce moment-là. Et puis il est angoissé parce qu'il sent très tôt que cette guerre qui va se terminer par une victoire sera une victoire à la Pyrrhus et que tout risque de recommencer très vite et que le danger allemand se remanifestera. Et oui, et c'est une véritable obsession pour lui en quelque sorte, qu'une nouvelle guerre ressurgisse. Il n'est pas le seul à le penser. Quand on voit un homme, un autre militaire plus âgé que lui, qui est le maréchal Lyautey. Lyautey disait aussi à la fin de la guerre de 14, il écrivait à sa sœur, tout va recommencer, cette guerre civile européenne va recommencer parce que nous n'aurons pas su faire la paix. Et chez De Gaulle, il y a quand même une hostilité très forte envers l'Allemagne et l'idée que l'Allemagne trichera sur les réparations et que le nationalisme allemand renaîtra. Il l'écrit dans des lettres à sa famille, c'est très clair. Traité de Versailles et tout ce qui s'ensuit. Et oui, la discorde chez l'ennemi, c'est à cette période qu'il écrit aussi ce livre. Oui, son premier livre, La discorde chez l'ennemi, qui paraît en 1924, est un livre assez extraordinaire parce qu'il montre comment l'Empire allemand, qui était une structure en apparence très forte, s'est effondré en quelques jours, voire quelques heures. Et il verra, c'est une sorte de préfiguration de ce qu'il verra avec la République en 1940. Il a une sorte d'instinct prophétique qui est assez troublant. Oui. En tout cas, revenons aux années 30. Dans ces années, on peut dire qu'il va faire des efforts pour mobiliser l'opinion, et il va vraiment publier des livres dans lesquels donc va se forger sa pensée politique, sa pensée militaire. Oui, Le fil de l'épée, Vers l'armée de métier, La France et son armée. Avec La France et son armée, il arrive chez Plon, donc déjà chez un plus gros éditeur. Il écrit des articles sous pseudonyme, enfin il fait signer par un autre des articles, et puis il mène une intense campagne auprès des milieux dirigeants, grâce à un de ses amis, le colonel Mayer, qu'il respecte, et qui a un salon très fréquenté. Pourquoi sous pseudonyme? Il pouvait pas, c'est la grande muette. Il est quand même officier supérieur, donc, et déjà il prend beaucoup de liberté, et il va aussi démarcher énormément les hommes politiques, beaucoup les hommes politiques. Il les fréquente, oui, à ce moment-là. Il essaie de les convaincre, c'est finalement Paul Reynaud qui va être le porteur de ses idées, mais il démarche beaucoup. De Gaulle n'est pas totalement ignoré, mais il a des relations politiques. Beaucoup le lisent. Des grands intellectuels comme Daniel Halévy le remarquent très tôt. Il est lu, il est repéré, considéré avec une certaine méfiance, mais il est repéré. Pourquoi méfiance, pardon? Parce qu'il dit des choses qui perturbent. Brousse-poil de la doxa de l'époque. Il critique la doctrine militaire, même la doctrine diplomatique. Il voit que la France est dotée d'alliances de revers, mais qu'elle ne sera pas capable de tenir parce qu'elle a une stratégie entièrement défensive. Il plaide pour une grande force motorisée autonome. Enfin voilà. Donc mais en même temps, ses idées circulent. Mais le système politique est tellement
compliqué, tellement affaibli, le système de la Troisième République, que les idées ne prennent pas. Et oui, on peut dire que sa troisième phase d'angoisse sera la France libre. Oui, parce que d'abord, comme le disait André Berkoff tout à l'heure, enfin, c'est un pari incroyable que de partir un jour de juin comme ça seul. Il le dit d'ailleurs dans le premier chapitre des Mémoires de guerre. Il dit beaucoup mieux que je ne saurais le faire là. L'esprit de la phrase, il dit: je me trouvais comme un homme seul au bord d'un océan qu'il faudrait traverser à la nage. Oui, c'est extraordinaire cette image de l'océan qui d'ailleurs sera toujours récurrente chez lui. C'est intéressant. En Irlande, l'image, voilà. Ouais. L'océan pour lui, c'est la fin de toute chose, mais c'est aussi le début de toute chose. Enfin, et donc ce sentiment de solitude, et puis le fait qu'effectivement, faute d'État souverain dans la France occupée, puisqu'il considère que Vichy, avec un pays occupé au 3/5, sans aucune marge de manœuvre, Vichy n'est pas un État souverain. Il pense que la souveraineté doit la prendre en charge, et ça va être toute l'aventure de la France libre. Mais le plus dur pour lui, ce sera de s'imposer face aux alliés, face aux grands alliés, face aux États-Unis, Churchill, Roosevelt et autres. Churchill, Roosevelt. Eh oui, effectivement. Alors De Gaulle et Churchill, on peut dire qu'ils s'admiraient mutuellement, mais leur rapport, on peut dire qu'ils ont été exécrables quand même. Oui, oui. Et d'ailleurs, dans les Mémoires de guerre, j'ai même l'impression quelquefois que De Gaulle, de manière sous-jacente, est presque plus aimable avec Roosevelt qu'avec Churchill. Je pense que Churchill, à un moment donné, a pris le parti de soutenir systématiquement les positions de Roosevelt par des intérêts qui dépassaient d'ailleurs le cadre de la guerre, et il n'a pas toujours été avec De Gaulle comme il aurait dû l'être. Celui qui finalement, près de Churchill, et comprenait le mieux De Gaulle et l'appréciait le plus, c'était Anthony Eden, plus que Churchill. Oui. Mais alors justement, mais quand même, là-dessus, c'est vrai, on en a beaucoup parlé, vous avez raison. Est-ce que quand même il n'y a pas aussi je dirais pas ce syndrome, cette réaction psychique parce que s'il n'y avait pas Churchill, est-ce que De Gaulle aurait été accueilli à Londres? Oui, absolument. Question. Et si De Gaulle n'avait pas forcé Paul Reynaud à le prendre dans le gouvernement au début de juin 40, il n'aurait jamais rencontré Churchill. Oui. Mais les deux hommes se respectaient, s'admiraient, ça c'est certain. Mais il y a un moment où De Gaulle gêne, parce que De Gaulle, c'est pas seulement l'homme qui veut libérer la France, c'est pas seulement un chef militaire qui conduit les troupes françaises aux côtés des Alliés, c'est l'homme qui veut reconstruire la France très vite et reconstruire la souveraineté française. Et il est déjà perçu comme quelqu'un qui va gêner sur le plan politique. Je crois que c'est toute la clé de l'incompréhension vis-à-vis de Gaulle, c'est que De Gaulle n'est jamais seulement quelqu'un qui veut libérer la France, c'est quelqu'un qui veut la reconstruire et lui redonner sa puissance. Oui, mais pourquoi Roosevelt le considérait comme un potentiel dictateur? Roosevelt ne le comprenait pas, pour plusieurs raisons. D'abord parce que psychologiquement, il a eu du mal à le comprendre, bien que De Gaulle lui ait adressé une très très belle lettre pendant la guerre où il lui expliquait la mystique de la France libre. Roosevelt le voyait effectivement comme quelqu'un qui pouvait être porté à la mégalomanie. Et puis il y avait aussi le fait que beaucoup de Français en exil aux États-Unis disaient du mal de Gaulle. Et lui préférait Giraud. Oui, il préférait Giraud parce que Giraud c'était le chef militaire. C'était pas un mauvais homme, le général Giraud. Simplement pour lui, c'était la libération de la France par des voies militaires. De Gaulle c'était déjà un chef politique. Déjà la reconstruction, c'est ça. Quelle France on veut, quelle France. Je dirais la France un peu forte et indépendante semblait déjà un peu de retour avec lui par anticipation. Et ça, c'était quand même, ça troublait le jeu. Mais on a parlé effectivement, il y a eu des archives qui sont ressorties en 2020 à Londres. On a parlé à l'époque apparemment d'un complot entre Churchill et Roosevelt pour se débarrasser de Gaulle. En quelque sorte. En fait, c'est fort quand même. En 1943, Jean Monnet, qui était très proche des Américains et qui soutenait plutôt la solution Giraud, écrit quand même aux proches conseillers de Roosevelt, il faut se débarrasser de Gaulle. Alors je dirais pas jusqu'à supposer que c'était pour s'en débarrasser physiquement, encore que Alger n'était pas un lieu de haute sécurité, mais je pense que c'était s'en débarrasser politiquement, parce que De Gaulle déjà tenait trop de place dans un monde qui commençait à se fabriquer sans la France. Il n'est pas inintéressant de rappeler que Jean Monnet est un des fondateurs de l'Europe. Absolument. C'est par hasard. Oui, tout à fait. Et entre De Gaulle et Giraud, ça a été un vrai duel. Oui. Mais un duel inégal sur le plan des personnalités, parce que Giraud était une personnalité d'une envergure bien moindre, c'est pas lui faire injure, que De Gaulle, mais inégal aussi pour De Gaulle, parce que Giraud, effectivement, était plutôt soutenu par les Alliés, pour qui c'était la solution idéale. Mais ça va être une lutte politique et psychologique dont De Gaulle sortira vainqueur, mais non sans mal et non sans difficulté. Ça sera effectivement une cause d'angoisse, parce que l'angoisse de Gaulle, c'est qu'on oublie le sens de son combat, pas seulement libérer la France.
Et je dirais, si c'est libérer la France pour qu'elle redevienne la Troisième République, qu'elle ressombre dans et qu'elle retombe sur les mêmes travers, et qu'elle devienne une puissance de second ordre, est-ce que ça vaut la peine? Et oui, son ambition principale était vraiment, comme vous l'avez dit, de rénover la France. Oui, de la reconstruire. Moralement aussi. Économiquement, socialement, politiquement, administrativement et moralement. Ah oui. Alors sa troisième période d'angoisse, c'est la fin de la guerre. Comment imposer l'État et la souveraineté française et comment donner à la France donc les bonnes institutions politiques, Arnaud Tessier? Oui, alors dès le débarquement en Normandie, l'obsession de Gaulle, ça va être d'abord de faire en sorte que la France ne passe pas sous commandement militaire allié, l'organisation américaine l'AMGOT, et que l'État souverain se remanifeste. Donc renommer des préfets, remanifester la présence de l'État sur tout le territoire et faire circuler la monnaie française, éviter que la monnaie américaine d'occupation... Oui, parce que les Américains avaient prévu. Juste à moi, Arnaud Tessier, est-ce que il s'est murmuré qu'il n'était pas au courant de l'opération du 6 juin? Est-ce qu'on l'avait tenu à l'écart? Oui, jusqu'au le moment le plus longtemps possible, oui, tout à fait. Oui. Il l'a su que quelques heures avant, quoi, presque. Et puis surtout, seule une petite unité française y était associée. Ouais. Il y a eu une poignée. C'est pour ça qu'il a toujours considéré que le débarquement n'était pas... Enfin, avait été un événement capital dans l'histoire de la guerre. Mais il a toujours un peu boudé les cérémonies du débarquement pour cette raison. Et puis c'est pour ça que dès le débarquement fait, il s'est manifesté sur le sol français pour réaffirmer la souveraineté française. Oui. En tout cas, vaincre l'angoisse, cet impératif a dicté ce qu'il a accompli en 50 ans, depuis donc la fin de la Grande Guerre jusqu'au référendum d'avril 69. À l'angoisse, il voulut répondre par l'élan. On va en parler dans un instant sur Sud Radio, donc avec notre invité Arnaud Tessier. À tout de suite. De Gaulle s'en va. De Gaulle quitte la présidence du gouvernement. Voici 2 semaines, il s'était donné à Antibes devant la mer les premiers jours de vacances qu'il ait pris depuis 1939. Et puis, il avait repris derrière les murs de son ministère la lourde tâche que lui avait confiée la France. Et voici tout d'un coup que l'homme du 18 juin s'écartait. Le 20 janvier 1940, André Berkoff, de Gaulle démissionne, 46, pardon. Il démissionne donc de ses fonctions de président du gouvernement provisoire. Arnaud Tessier, pourquoi est-il parti et quelles étaient les conditions de son départ surtout, hein? Il est parti parce que il voyait qu'il était en train de perdre le contrôle de la situation politique et que les partis avaient repris le contrôle du jeu. Il a eu 2 ans, enfin presque 2 ans, pas tout à fait 2 ans, 1 an et demi quand il était président du gouvernement provisoire pour faire des réformes profondes, parce qu'il avait très largement les mains libres. Il faut les rappeler d'ailleurs, juste... la création de la sécurité sociale, beaucoup de nationalisation, la création de l'école nationale d'administration et la rénovation de la haute fonction publique, puisqu'on considérait que la haute fonction publique d'avant-guerre avait failli en 1940. Enfin, des grandes réformes économiques et sociales. Et à partir de la mi-45, et surtout avec la fin de la guerre, le jeu politique commence à lui échapper, puisque la guerre est terminée. Il faut bien voir que la guerre a duré quand même après le débarquement, encore plus d'1 an. Et donc, De Gaulle va partir. Alors, on a dit qu'il était parti en espérant qu'on le rappellerait. Non, je crois simplement qu'il pensait qu'il allait falloir surtout se battre pour que la France se dote de la bonne constitution. Et c'est ce qu'il va faire par les discours de Bayeux et d'Épinal en 1946, puisqu'il avait posé comme principe que la constitution serait ratifiée par référendum. Il va essayer de se battre contre les partis qui veulent en fait un système similaire à celui de la troisième. Certains auraient même voulu reprendre l'existence de la troisième comme si... oui, certains étaient pour la reconduction de la troisième République. Radicaux en particulier. Donc il va se battre pour que les institutions soient conformes à ses vœux, mais il ne va pas y parvenir, puisque en réalité la constitution de la 4e République sera une constitution créant de nouveau un régime parlementaire proche du régime d'Assemblée. Donc voilà, et pour lui ça va être une période, évidemment, ce départ. Très vite, il va se dire qu'il faut peser sur la vie politique. D'où le Rassemblement du peuple français. En créant, il va lancer en 47 le Rassemblement du peuple français, qui, comme son nom l'indique, est un rassemblement et non pas un parti classique. C'est un mouvement qui vise à rassembler. Et d'ailleurs, son électorat ira bien au-delà de l'électorat de droite, où ce sera un électorat qui prendra
prise sur. Il a toujours dit, il a dit la France n'est ni de gauche ni de droite. Voilà. La France, c'est la France et le RPF aura une dimension sociale dans son programme politique qui est une constante chez De Gaulle depuis la guerre. Oui. Et je rappelle que quand il fonde le RPF, donc je le rappelle, c'était le 14 avril précisément 1947, il a dit précisément: nous zigzaguons sur une route bordée de précipices. Il est temps donc que se forme et s'organise donc le RPF. Ouais. Nous zigzaguons sur une route bordée de précipices, on pourrait dire ça aujourd'hui, en 2024. Oui, mais il n'y a pas de général de Gaulle. Alors ensuite, effectivement, on parle d'une traversée du désert pour De Gaulle. Vous, cette période, vous la situez de 54 à 58. Certains historiens la font donc commencer dès 47. Oui, et j'avoue que j'ai réagi à la lecture de livre, parce que, effectivement, bon, ils font le RPF. Enfin, De Gaulle n'est plus au pouvoir, et moi, enfin comme d'autres, mais on situé à traverser du désert à partir du moment où il avait quitté le pouvoir. Et vous dites 54 à 58, pourquoi c'est intéressant? Parce que la période du RPF, il est quand même très présent politiquement. Il est très actif. Il fait des discours, il y a le discours de Bagatelle en 1950. C'est à partir des élections de 51, lorsque les partis au pouvoir tricotent le système des apparentements, le scrutin proportionnel mijoté de façon à limiter la victoire des gaullistes et des communistes, qui commence un peu à prendre du recul par rapport à son propre mouvement, et puis que finalement il va s'éloigner véritablement, il va le mettre en sommeil, parce qu'en réalité, contrairement à ce qu'il pensait, la 4ème République arrive à durer, elle s'installe, malgré les difficultés internationales, elle s'installe, et donc il voit que beaucoup, parmi ceux qui le soutiennent au RPF, ont la tentation de rejoindre la vie politique de la 4e, donc il sent que ça lui échappe à nouveau, et quand ça lui échappe, De Gaulle fait une première position de repli, et il va partir d'une certaine manière, tout en venant toujours à Paris quand même régulièrement. Il va beaucoup s'enfermer à la Boisserie à Colombey, et puis poursuivre l'écriture des mémoires de guerre, qui pour lui est une entreprise à la fois non pas seulement de mémorialiste, mais de pédagogique. Et oui, et c'est une période où à nouveau il angoisse de voir la France au bord de la guerre civile en quelque sorte. Il va y avoir évidemment la crise, la guerre d'Algérie et 1954, la guerre d'Algérie. Et puis progressivement le pays qui s'enlise puis il y a la crise de Suez, et puis le pays qui s'enlise dans le chaos financier, et avec le risque de guerre civile lié à la guerre d'Algérie. Il y a cette angoisse devant. Je pense que c'est aussi l'angoisse devant le temps qui passe, qui est très importante pour comprendre De Gaulle. Oui, ça l'obsédait, ce temps qui passe. Parce qu'il pense qu'il a peu de temps. D'abord parce qu'il se sent vieux. À l'époque, c'est un homme qui n'est pas. Aujourd'hui, ça ne paraît pas vieux, mais à 64-65 ans, il a l'impression quand même qu'on commence à discuter sur sa disparition future. Donc il y a le temps qu'il est. Il dit combien de temps, le temps qui reste. Quel est le temps qui me reste? Et puis surtout, il se dit, on perd du temps avec cette 4ème République. On rate les grandes occasions. Le pays s'enfonce dans le déclin. Et de plus en plus mal considéré sur le plan international, donc ça devient dramatique pour lui, ce temps perdu, et je crois que c'est ça aussi qui l'angoisse, c'est toujours la même chose, il lutte contre le temps. Je voudrais rappeler que entre juin 40 et le départ de Gaulle du pouvoir, vous voyez tout ce qui s'est passé, ce qu'on évoque aujourd'hui. C'est d'une densité incroyable. Mais ça fait même pas 30 ans. C'est ce qui nous sépare du traité de Maastricht. L'histoire n'a pas la même densité. Eh oui. Alors on l'a dit il y a quelques instants, il a voulu répondre à l'angoisse par la grandeur, donc avec notamment la création donc de la 5e République. Mais quel sens donnait-il à ce mot grandeur? Qu'est-ce que ça signifiait pour lui réellement? Oui, la grandeur, c'est pas quelque chose de rhétorique, parce que souvent on voit De Gaulle faisant des grands discours avec des grandes envolées à Phnom Penh, à Mexico, etc. On dit la grandeur, il faisait rêver les Français, il a fait croire que la France avait véritablement contribué à la victoire pendant la guerre. Tout ça, c'est un grand mensonge, alors que ce n'est pas un mensonge. La France a effectivement, militairement, participé à la victoire sur l'Allemagne. Mais c'est pas du tout ça, c'est pas du tout de la rhétorique. En fait, le mot grandeur, chez lui, c'est comme l'ambition, l'élan. Pour lui, la grandeur, c'est pour sortir de l'angoisse. Et pour construire l'avenir, il faut s'arracher à l'angoisse et à l'esprit de résignation par un élan vers les hauteurs. C'est ça, c'est un élan vers les hauteurs, c'est une ambition, la grandeur pour lui. Reste que, effectivement, mais c'est pas la France qui militairement a gagné, enfin elle a contribué, comme vous dites, mais je crois que le grand acte de Gaulle, et vous l'avez souligné vous-même, c'est d'avoir symboliquement mis la France à la table des pays vainqueurs, alors que elle aurait pu, je veux dire, jouer un rôle, ça aurait été même la France de la collaboration, etc. Il a été là
pour contrer cela quand même. Il a fait en sorte que la France termine la guerre dans le camp des vainqueurs, ce qui nous a valu de redevenir pleinement un État souverain, d'avoir un siège au Conseil de sécurité. Et c'est quelque chose que... C'est pour cela que tout le discours sur le fait que la France... Enfin, tout ce qui souligne... la médiocrité française, les trahisons, les crimes de l'occupation, évidemment, c'est des choses qu'il faut rappeler. Mais il ne faut pas que ça finisse par effacer cela, parce que sinon, ce serait une défaite posthume pour De Gaulle. Il a dit devant les Libanais, il a dit pendant la guerre devant les Libanais, cette guerre est une guerre morale. Je pense que le mot moral est capital. Très important. Pour comprendre toute la philosophie de la vie de Gaulle. Alors justement, vous parlez de morale et Céline Alonso parlait justement de retour de 58. Il y a eu quand même ce paradoxe étonnant. Enfin, on le connaît, mais c'est que, il faut dire, De Gaulle est revenu au pouvoir par les partisans de l'Algérie française, qui sont venus le chercher et qui lui ont dit, écoutez, on a besoin de vous, parce qu'ils pensaient, d'ailleurs, eux, que De Gaulle allait être le garant de l'Algérie française. Ce paradoxe, aujourd'hui, enfin, il l'a vécu comment ? Alors, pas seulement, quand même, par les partisans de l'Algérie française, parce que il y avait beaucoup de militaires à Alger qui se méfiaient, quand même, de De Gaulle. De Gaulle a toujours eu un statut un peu particulier au sein de l'armée française. Au sein de l'armée, ah oui. Oui. Il était considéré avec méfiance. Enfin, Salan, par exemple, considérait De Gaulle avec méfiance. Et puis, il y avait quand même des figures de la 4ème République qui avaient peur, quand même, du coup de force et de la guerre civile, et qui se sont tournés vers De Gaulle comme instrument du salut. Et puis, évidemment, il y a la figure de René Coty, le dernier président de la 4ème République, sans qui rien ne se serait produit. Parce que c'est lui qui a imposé à une assemblée réticente le retour de De Gaulle. C'est vraiment René Coty. Oui. Il a dit qu'il s'en irait si on n'acceptait pas les conditions de De Gaulle. Il y a une sorte de compromis sur les travaux préparatoires de la Constitution. Donc c'est pas seulement les partisans de l'Algérie française, c'est la situation. Parce que c'est comme toujours, c'est comme à la Libération. On a besoin de Gaulle pour résoudre le problème, et puis on espère qu'il va s'en aller. Et donc je pense que chez beaucoup de politiques de la 4ème, on disait ça sera comme en 45, il va rétablir la situation, et puis après il s'en ira, il claquera la porte. Voilà. Mais il n'a pas claqué la porte. Ah oui, l'affaire algérienne qui lui a valu donc tant de haine, vous, sa politique en Algérie, comment vous l'expliquez ? Je pense qu'elle est très simple. Et d'ailleurs, il en a souvent parlé. Je pense qu'il a vite compris qu'il fallait organiser l'autonomie puis l'indépendance de l'Algérie. D'ailleurs, il l'a dit assez tôt, en réalité. Il l'a dit assez tôt. Oui, l'ambiguïté, c'est au tout début, mais il l'a dit assez tôt. Mais il espérait que l'indépendance de l'Algérie se ferait. Au début, il espérait que l'indépendance de l'Algérie se ferait dans des conditions telles qu'il y aurait quand même une possibilité de cohabitation entre les communautés. Et puis il a vite compris que ça serait pas possible. Mais au départ, il y croyait. Enfin, il pensait que c'était une possibilité. C'est ce qu'on pense. Ouais. C'est difficile de savoir ce que pensait réellement De Gaulle, mais quand même. Mais par contre, moi je crois que là aussi, c'est la pression du temps. C'est que De Gaulle, il a un programme à réaliser. Il veut parachever ce qu'il a commencé en 44-45, c'est-à-dire faire une grande construction politique qui arrache la France à la médiocrité et qui lui permette d'affronter les crises de l'avenir. Et donc, il peut pas garder le boulet algérien, parce que sinon, il ne pourra rien faire. Bien sûr. Donc, je crois que... Et effectivement, ça suppose, à un moment donné, quelque chose qui passe pour de l'indifférence à la souffrance, alors que c'était pas d'indifférence, c'est simplement qu'il était dans le coup d'après. Mais on sait par un certain nombre de confidences qu'il a faites, très rares. En tout cas, il a toujours été dans le coup d'après. 40, si quelqu'un, il avait vraiment de l'avance. Visionnaire. C'est ce que disait son secrétaire dans les années 40, Claude Mauriac, qui était le fils de François Mauriac, qui disait cet homme-là est incroyable. Il a déjà oublié les souffrances du moment, il pense déjà. Il oublie les souffrances du présent. Il pense déjà à prévenir les crises du futur. Il est tout entier dans le futur. Eh oui. D'où cette apparente insensibilité. Mais sa formule, son fameux « je vous ai compris », est-ce que cette formule a-t-elle été si ambiguë qu'on l'a dit ? Oui, c'est ambigu. A-t-il joué vraiment un double jeu ou pas ? Vous, quelle est votre analyse ? Je pense qu'il a compris l'angoisse des Français d'Algérie. Il a compris l'angoisse des Français d'Algérie, mais je pense qu'il était déjà quand même, mais c'est difficile, il savait que de toute façon il allait falloir évoluer d'une manière ou d'une autre, mais pour ça il fallait conquérir l'avantage sur le terrain militaire. Il y a eu l'histoire de la paix des braves, mais il a très vite compris que ça marcherait pas, la paix des braves. Et puis il y a un moment où il a compris que c'était foutu, pardonnez-moi l'expression, mais... Mais c'est terrible parce que Arnaud Tessier, on peut comprendre aussi les Français d'Algérie qui lui en ont voulu. Mais bien sûr. Je veux dire, ce qui est normal, personne n'est... Mais vous savez, j'ai travaillé avec un homme qui était rapatrié de Tunisie. Lui, sa famille s'est rapatriée de Tunisie, c'était Philippe Séguin. Ouais. Et Philippe Séguin, il s'est rallié à De Gaulle à l'époque de la Ve République et de la guerre d'Algérie parce qu'il approuvait la politique algérienne de De Gaulle. Mais Philippe Séguin
à plusieurs reprises dans des déclarations publiques, a rappelé les conditions épouvantables qui avaient été faites aux Pieds Noirs, et notamment quand ils sont rentrés en France. Ouais. Donc l'un n'empêche pas l'autre, malheureusement. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, c'est la fameuse phrase que De Gaulle voulait mettre dans les Mémoires d'espoir à la fin du chapitre sur l'Algérie. Il voulait mettre, à la fin, il voulait mettre « et que Dieu me prenne en pitié ». Et finalement, il l'a enlevé parce que... Mais il a aussi écouté le cardinal de Retz, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Oui. Mais il en est sorti relativement vite, en fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'est pas resté dans... Il pouvait pas. Je veux dire, il fallait trancher. Il y a un détail qui est peu connu, un élément qui est peu connu, c'est que dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a voulu arrêter le recrutement des supplétifs, ce qu'on appellera les harkis par simplicité, oui. Parce qu'il sentait que il y avait là en germe quelque chose de dramatique, et c'est le commandement en Algérie qui... Au contraire, il ne s'est pas fait obéir au début. C'est vrai qu'il y a des drames, et toujours des drames. Oui. Et au final, donc, il est resté 11 ans au pouvoir, et ce sera d'une densité exceptionnelle, ces 11 ans. Hein. Oui, c'est vrai que c'est ça qui fait un petit peu rêver, mais en même temps, ça me permettrait de dire, si vous voulez, que c'est pas seulement la nostalgie de Gaulle, parce que moi ça m'est arrivé de parler avec des jeunes étudiants qui me disent oui mais il faut pas tout le temps parler de Gaulle parce que non parce qu'en fait nous vivons dans le legs de Gaulle toute notre pensée diplomatique, tout notre système de défense, tout notre système institutionnel a été fabriqué par De Gaulle, non seulement par des textes, mais par la pratique du pouvoir. Nous vivons dans un univers façonné par De Gaulle. Il est très abîmé, il ne faut pas se le dissimuler. Mais c'est pour ça, ce qui est extraordinaire chez De Gaulle, c'est comme si le temps était aboli. C'est-à-dire qu'il est présent à chaque instant. C'est pour ça que son nom ressort toujours. C'est pas seulement de la nostalgie, il ressort toujours parce qu'il est présent à travers tout ce qui se fait ou tout ce qui ne se fait pas ou tout ce qui devrait se faire. Mais je dirais, Arnaud Tessier, qu'il est présent peut-être au moins autant par son refus des compromissions. Ah ben oui. C'est fondamental, parce que quand on voit aujourd'hui, encore une fois, on ne citera ni des noms, ni de forum d'actualité écume, mais c'est un homme qui n'aurait jamais accepté la cohabitation. Non, non. Si les élections législatives auraient eu lieu, qu'il aurait été désavoué quand il serait parti. Non, enfin, il serait en tout cas... Oui, pensez au débat de la présidentielle de 88 du deuxième tour. Mitterrand, président de la République, et Chirac, Premier ministre, s'accusant mutuellement d'être des menteurs. On n'imagine pas effectivement De Gaulle s'être mis dans cette situation. Ce serait oui. Oui, et puis surtout, ce qui était très important pour De Gaulle et ce qui conditionne tout l'équilibre des institutions de la Ve, c'est le lien de confiance direct avec le peuple. C'est ça. D'où la révision de 62, qui instaure l'élection au suffrage universel direct du président de la République, et d'où la pratique du référendum. Ça. Qui était équivalente, et n'oublions pas, enfin je veux dire, on pense à De Gaulle, et c'est pour ça, quand il y a eu 2005, le fameux référendum sur la Constitution européenne, approuvé par, disant non, on refuse la Constitution européenne, 55% des Français, et on s'assoit dessus 2 ans après avec le traité de Lisbonne. On se dit, là aussi on ne peut pas ne pas penser à De Gaulle. Référendum, les Français n'en veulent pas, aucune importance. Parce que comme disait Giscard, le référendum c'est bien quand la réponse est oui. Oui, c'est magnifique. Oui. De Gaulle, le dernier des géants, celui d'après mai 68, qui ne lâche pas prise. On va en parler dans un instant sur Sud Radio avec Arnaud Tessier. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Votre réponse va engager le destin de la France parce que si je suis désavoué par une majorité d'entre vous, solennellement, sur ce sujet capital, et quel que puisse être le nombre, l'ardeur de l'armée de ceux qui me soutiennent et qui de toute façon détiennent l'avenir de la patrie, ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions. Eh oui, le 25 avril 1965, De Gaulle prononce... Oh là là, décidément. De Gaulle prononce ce discours depuis le palais de l'Élysée 2 jours avant le référendum, donc sur la régionalisation et la réforme du Sénat, André Berkoff. Arnaud Tessier, comment en est-on arrivé à ce référendum ? Parce que avant même mai 68, mais mai 68 évidemment l'a confirmé dans cette idée,
De Gaulle avait le sentiment qu'il y avait un problème, que la société supportait difficilement cet État puissant qu'était la constitution politique, l'administration de la Ve République. Et puis il pensait qu'on allait vers une crise du capitalisme, que le communisme disparaîtrait un jour et que le capitalisme serait confronté. Il y pensait déjà, enfin il pensait. Il le dit. Oui, c'est vrai. Et donc il voulait absolument lancer une nouvelle étape de son mandat. C'est très curieux parce qu'il était âgé, on le sent à sa voix, il était âgé, il était fatigué, il avait triomphé de mai 68, mais ça l'avait affaibli. Mais il voulait quand même remettre le couvert, si j'ose dire. Simplement, il a mis sur la table des choses que les Français n'ont pas compris. Il leur parlait d'un monde qui allait venir, mais qu'ils ne voyaient pas. Et pour cause, c'est le monde dans lequel nous vivons. C'est celui de la mondialisation. Mais il le décrivait en 1969, c'est incroyable. Même ses proches collaborateurs n'ont pas compris à l'époque. Donc il a perdu le référendum, mais finalement... De 3-4 points. Est-ce qu'il était obligé de partir ? Non, d'abord il n'était pas obligé de faire le référendum, ensuite il n'était pas obligé de partir. Mais il considérait qu'à partir du moment... C'était pas tellement un problème de confiance. Dans les sondages, il était à des niveaux que lui enviraient tous ses successeurs, clair. Notamment les plus récents. Mais il considérait qu'il fallait non seulement que effectivement le peuple renouvelle sa confiance, mais qu'il ait mandat de faire de grandes réformes. C'est incroyable cette énergie jusqu'à la dernière minute. Je ne sais pas, je mettrais peut-être un bémol, Arnaud Tessier, ce que vous dites, parce que effectivement, comme vous dites, d'abord c'est mal formulé. Le Sénat d'un côté, la régionalisation de l'autre. Est-ce que ça ne voulait pas dire quand même quelque part qu'il en avait un peu assez, qu'il avait envie de partir ? Non, je crois pas. Je crois pas. Que c'était pas un référendum suicide. Non. Je crois qu'il a compris quelques semaines avant qu'il allait le perdre, mais je crois que c'était quelqu'un qui ne renonçait jamais. Et d'ailleurs. Il le dit quand il dit, en parlant de ceux qui l'ont soutenu, très nombreux finalement. Oui. Il a dit... C'est vous qui ferez il a dit, l'avenir. il n'y a jamais eu autant de gaullistes en France que le jour du référendum. Et il dit, c'est eux qui détiennent. Et puis il dira aussi dans une lettre à Debré, c'est triste ce qui arrive, on va connaître une longue période de médiocrité, il ne savait pas à quel point, mais un jour, on sera obligé de reposer les sujets, les questions que j'ai posées, on sera obligé de les reposer dans les mêmes termes. Et ces questions, c'était la cohésion du territoire en France, sujet que nous connaissons, et c'était la crise morale du capitalisme. C'est tout ce que nous connaissons avec le populisme, tout ce qui se passe en Occident. Et le capitalisme de connivence, mais en somme, les régions, ces régions qu'il voulait créer, c'est en somme la démocratie participative avant l'heure, en quelque sorte. Oui, mais le mot démocratie participative a été tellement galvaudé que j'ose à peine l'utiliser, mais c'est un peu ça d'ailleurs. Le mot participation, c'est lui qui l'a lancé. Il voulait en fait créer des régions qui n'auraient pas été décentralisées. De Gaulle, pour lui, c'était quand même le préfet qui devait rester le patron. Mais il voulait créer un lieu de débat entre la société réelle, ce qu'il appelait les forces vives avant que le terme soit galvaudé, c'est-à-dire les étudiants, les chercheurs, les professeurs, les syndicalistes, les familles. Les familles donnaient un lieu de débat entre la société et l'État. Donc c'était très très moderne. Mais à l'époque, personne n'a compris ce qu'il voulait dire. Et c'est étonnant. Mais lui-même ne l'a pas exprimé, il aurait pu l'exprimer autrement, franchement. Non, parce que l'exposé des motifs du projet de loi référendaire qu'il a écrit, on dirait un texte d'Henri Bergson. C'est un texte philosophique incroyable. C'est ça qui est étonnant. En tout cas, désavoué, le 27 avril 1969, il part. Et ce jour-là, Alain Delon lui adresse une lettre très émouvante. Écoutons-la. Mon général, depuis toujours et plus encore depuis des ans, j'étais, grâce à vous, fier d'être français. Ce soir, devant l'ingratitude et l'inconscience de plus de la moitié d'un peuple, je ressens avec effroi un sentiment de honte qui me brise le cœur. Je tenais à vous le dire. Daignez me croire, mon général, fidèlement et inconditionnellement vôtre. Très émouvant, Alain Delon, Arnaud Tessier. Quand De Gaulle quitte le pouvoir, il est à nouveau habité par l'angoisse et le désir obsessionnel de la vaincre. Qu'est-ce qui l'angoissait particulièrement à cette époque ? C'est le monde qui venait. Dans les conversations à Colombey, quand il recevait à déjeuner d'anciens collaborateurs, il en parlait, les attentats, la violence, l'évolution de la vie internationale qui devait de plus en plus violente, et puis la question sociale qu'il avait toujours obnubilée, et l'idée, encore une fois, que
confrontation entre le communisme et le capitalisme cesserait un jour, que le capitalisme sortirait en apparence vainqueur, mais qu'il se retrouverait face à la question du progrès technologique, du progrès technique et du risque d'avilissement du travailleur, du salarié. Tout cela l'agitait beaucoup. Et puis la souveraineté, la mondialisation, qui ne le posait pas comme ça, mais voilà. C'est tellement là aujourd'hui. Et puis la crainte pour la France qu'elle ne soit pas à la hauteur de ses institutions. Il y a ça aussi. Il avait peur qu'on s'arrange avec les institutions de la 5e et qu'on retourne dans les errements du passé, qu'on revienne vers le régime des partis et la 4e République. Ça, c'était aussi une de ses obsessions. Et c'est pour ça qu'il continue d'agir à sa manière en commençant les mémoires d'espoir. Parce que les mémoires d'espoir, c'est un nouveau travail de pédagogie à l'égard de la postérité. C'est un document étonnant, inachevé, mais dont je soulignerai que le premier tome s'appelle Le Renouveau et le deuxième tome L'Effort. C'est-à-dire que pour lui, il fallait d'abord incarner le renouveau avant de demander un effort. Aujourd'hui, on a tendance à inverser l'ordre des facteurs. Il ne faut pas s'étonner que les gens... Quand on demande de l'effort. Et oui. Arnaud Tessier, à la lumière de tout ce que vous venez de nous raconter donc sur De Gaulle, que ferait un De Gaulle aujourd'hui ? C'est très difficile à dire. Je pense qu'il ne se serait jamais mis dans cette situation. Je pense que nous ne serions jamais arrivés à la situation que nous connaissons, le quinquennat, la présidentialisation extrême du régime. De Gaulle respectait ses premiers ministres. Je peux vous dire que Michel Debré et Georges Pompidou n'étaient pas des factotums. Je pense que la situation serait inconcevable. De Gaulle n'aurait jamais laissé les choses arriver là où elles en sont. Je pense que c'est surtout ça. Et en tout cas, pour lui, ce qui était absolument vital, alors ce que je vous dis, vous en ferez ce que vous voudrez, mais c'était le lien de confiance qui l'unissait au peuple et la capacité de le vérifier. Eh oui. Et pas de la bafouer à chaque fois, cette confiance, c'est ça. Ouais. Eh oui. Qu'aurait-il fait de l'Europe, lui qui voulait une Europe politique ? Il en aurait fait une Europe véritable, c'est-à-dire, oui, une Europe politique. Une Europe des nations. Pas une Europe seulement des marchés, pas seulement une Europe monétaire, mais une Europe des États, et une Europe politiquement forte, autonome vis-à-vis des États-Unis, alliée des États-Unis, bien sûr, dans l'Alliance Atlantique, mais autonome vis-à-vis des États-Unis et capable de garantir elle-même sa défense dans un monde qu'il pressentait comme pouvant devenir de nouveau très dangereux. Et quand on voit aujourd'hui la situation en Europe, on se dit que là aussi, De Gaulle avait vu juste et que nous vivons toujours dans un univers dont il a en quelque sorte dessiné les contours, même si le sens qu'il donnait aux mots et aux choses... Pour rappeler quand même qu'il avait, lui, amené la France à quitter l'OTAN. Oui, par exemple, pas l'Alliance, mais l'organisation intégrée. Oui, l'organisation intégrée, exactement. Arnaud Tessier, merci d'être venu sur Sud Radio. Merci pour cette émission passionnante. Merci à vous. Je rappelle que votre livre Charles de Gaulle, l'angoisse et la grandeur est paru aux éditions Perrin. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaie sur Sud Radio.